Alors, donc je reviens à la formation professionnelle. Donc, tout au long de sa vie, le salarié a un droit qui est le droit à la formation. Donc, l'employeur a l'obligation, hein, il faut le savoir, ça c'est une obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi. Donc, il est certain, effectivement, qu'avec ben, l'environnement dans lequel on s'inscrit en ce moment, un environnement très hyper numérique, hein, finalement. Les salariés ont constamment maintenant besoin finalement d'évoluer et de s'adapter et que finalement la loi a, je dirais, surtout en ce moment, dernièrement, on va le voir par certaines lois, a insisté finalement sur cette obligation de l'employeur, hein. Et bien sûr que l'intérêt, il est vraiment dans l'objectif, il est dans le maintien finalement des compétences des salariés et dans le maintien de leur employabilité finalement, hein. Donc concrètement, voilà, je vous parlais d'une loi. La dernière, finalement, qui est venue un peu chambouler la formation professionnelle, c'est la loi. Alors, elle s'appelle comme ça, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, c'est une loi qui a été promulguée, il me semble, le 5 septembre 2018. Et il y a eu vraiment voilà, une réforme, hein, on peut le dire, de la formation professionnelle. Alors, cette réforme, finalement, je vais un peu vous l'expliquer. Donc cette réforme, elle dit quoi? Elle dit qu'il y a dans un premier temps une formation qui est à l'initiative de l'employeur. Donc concrètement, tout employeur doit mettre en place un plan de développement des compétences, essentiellement le plan de formation. Donc un plan qui va préciser finalement, qui va faire l'objet de discussions, hein, avec le comité social et économique, et dans lequel finalement va être établi bah, tous les outils, toutes les démarches que va mettre en place l'entreprise, par exemple cette année, pour la formation de ses salariés. Et concrètement, ce plan de formation, je vous l'ai mis ex-plan de formation, ce plan de développement des compétences va, entre autres, avoir deux parties. Une partie formation obligatoire et une autre partie formation non obligatoire. Alors, donc comme je vous le disais, c'est un document qui va rassembler l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur pour ses salariés. Donc finalement, quand vous serez dans une entreprise, hein, surtout les grandes entreprises, à vous finalement d'être curieux et d'aller voir, hein, ce que prévoit l'employeur en termes de plan de formation. Et donc concrètement, la loi n'oblige pas l'employeur à mettre en place un plan de développement des compétences. Ça, il faut que ce soit acté. Il n'y a pas d'obligation, mais disons qu'ils sont très fortement incités. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux types de formations. Ça, j'ai commencé à vous en parler. Donc, les formations plutôt obligatoires et les autres types de formations qu'on appelle non obligatoires. Et puis, on parlera aussi d'autres actions comme le bilan de compétences et la VAE. Alors, en ce qui concerne les formations obligatoires, ce sont finalement des formations qui ont pour objectif de faire acquérir des compétences aux salariés dans le cadre de leur fonction. D'accord. Donc la personne est salariée dans une fonction bien précise et les formations obligatoires, elles peuvent être obligatoires si elles ont pour but de faire acquérir des compétences dans ce cadre-là. Euh, et je vous ai mis ou qui ne peuvent être directement utilisés dans le cadre de ces fonctions, mais qui vont finalement permettre aux salariés d'évoluer dans l'entreprise et de modifier finalement ces fonctions dans l'entreprise. Donc voilà, deux finalement obligatoires parce que deux éléments, soit améliorer les compétences, les faire évoluer, soit complètement faire évoluer la personne avec un but qui est bien déterminé, c'est-à-dire le faire évoluer dans l'entreprise. Euh, donc concrètement, comme elle est obligatoire, forcément, l'employeur n'a pas forcément, comment dire, n'a pas forcément, n'est pas forcément obligé d'obtenir plutôt l'accord du salarié. Et concrètement, si le salarié refuse, ceci constitue une faute. Voilà. Et cette faute peut mener au licenciement. Alors généralement, le déroulement de la formation, donc elle se fait puisqu'elle est obligatoire pendant le temps de travail. Le salarié continue à avoir intégralement son salaire et il continue à être finalement salarié avec toutes les protections légales dues à un salarié. La couverture maladie, accident du travail, les droits et congés, la retraite, etc.
Ensuite, en ce qui concerne le volet, on va dire, dans le plan de développement des compétences, le volet formation non obligatoire. Donc là, on est toujours, bien sûr, dans l'objectif plutôt d'acquérir des compétences. Mais on va dire que ce sont des compétences qui ne sont pas forcément en lien avec le poste du salarié et qui potentiellement vont peut-être lui permettre d'évoluer professionnellement dans l'entreprise, voire en dehors de l'entreprise. Alors là, par contre, l'employeur qui veut envoyer son salarié vers ce type de formation doit obtenir obligatoirement l'accord du salarié. Et cette formation, d'ailleurs, peut être suivie hors et pendant le temps de travail. Et puis, si le salarié accepte, il va falloir concrètement, avec l'employeur, avant de partir, avant que le salarié parte en formation, il faudra obligatoirement que finalement la nature de l'engagement pris par l'entreprise soit bien établie, hein. Imaginons si l'employeur envoie son salarié dans une formation, il faut qu'il soit clair sur l'intérêt de la formation et puis sur les engagements. S'il lui dit fais cette formation et puis derrière je te ferai évoluer hiérarchiquement, il faut que les engagements soient pris au préalable. Et puis concrètement, encore une fois, donc le déroulé pendant et hors du temps de travail. Et par contre, là, le refus d'une formation ne peut pas constituer une faute hein, de la part du salarié. Et bien sûr, derrière, un licenciement. Euh, Autre chose, donc là, on avait donc le plan de développement des compétences n'est pas obligatoire pour les entreprises, finalement, mais que mais pour lequel on insiste plutôt fortement les entreprises à les mettre en place, avec un volet formation obligatoire, un volet non obligatoire. Mais à côté de ça, il y a aussi des formations qui sont à l'initiative du salarié. Et qu'est-ce qu'on a finalement? Quelles sont les formations à disposition des salariés? Il y a dans un premier temps le fameux CPF. Alors CPF, fameux pourquoi? Parce que ça fait pas si longtemps là aussi que ça existe. Donc le compte personnel de formation. Alors, donc la loi, c'est celle dont je vous avais parlé, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a fait finalement de cet outil un outil primordial pour le salarié et un outil au service du salarié. Pourquoi? Alors concrètement, dès qu'un salarié rentre sur le marché du travail, un compte finalement personnel de formation se crée et il est clos à la retraite. Donc il est ouvert à toute personne d'au moins 16 ans finalement, dès qu'on rentre dans le monde du travail, qu'on soit finalement en tant que travailleur ou en tant que finalement personne en recherche d'emploi. Même si enfin, toutes les personnes en contrat d'apprentissage, professionnalisation, etc., bénéficient finalement de ce compte. Et à tout moment, finalement, ce qui a été engrangé dans ce compte au fur et à mesure ben, des années de travail peut être finalement utilisé, à titre bien sûr individuel. Et le grand changement finalement par rapport à un autre outil passé, c'est que finalement chaque salarié durant l'ancienneté dans une entreprise pouvait finalement gagner en quelque sorte des droits à la formation. Mais le problème c'est que dès qu'il perdait son poste ou il changeait de poste, tous ces droits finalement étaient annulés. Donc ça a été vraiment changé et à juste titre, qui fait que finalement tous les droits acquis maintenant hein, ne reste acquis et ça, même si la situation professionnelle évolue. Donc, il y a un moment finalement où le salarié engrange alors, c'est pas des heures que vous engrangez, c'est des heures qui vont se transformer en euros finalement. Et durant une année, il me semble que vous engrangez 500 euros. Voilà, une année complète de travail, vous engrangez 500 euros. Et au bout d'un moment, finalement, selon la formation que vous désirez, vous pouvez décider effectivement d'utiliser les heures, enfin, en quelque sorte, l'argent engrangé pour vous former. Alors, donc, le salarié qui veut utiliser ses heures de CPF sur son temps de travail, bien sûr, doit informer obligatoirement l'employeur et obtenir son accord. Donc, pour cela, concrètement, le salarié va devoir envoyer une demande écrite à l'employeur 60 jours avant le début de la formation. Euh, et puis, donc, dans le cas où celle-ci dure moins de 6 mois, et au minimum 120 jours pour les autres cas.
L'employeur dispose, lui, de 30 jours pour notifier sa réponse et l'absence de notification vaut acceptation. Et dans le cas où la réponse est positive, le salarié perçoit sa rémunération habituelle durant sa formation. Donc c'est vraiment voilà, un outil qu'il faut maintenant, je pense, ne pas hésiter à solliciter, puisque comme encore une fois, vous le savez, on est dans un monde hyper finalement changeant, hein, où finalement finalement nos compétences s'érodent très vite. Et il est nécessaire vraiment de se mettre à jour, hein, et concrètement, il ne faudra pas hésiter à utiliser finalement ce moyen de formation. Alors, autre chose aussi à la disposition des salariés, donc là, très nouveau, c'est depuis le 1er janvier 2019, alors ça s'appelle le CPF de transition professionnelle. Donc concrètement, il est venu remplacer le CIF, congé individuel de formation, et il est finalement disponible pour les salariés et les travailleurs indépendants. Par contre, là, qui change vraiment, changer de métier du tout au tout de profession. Donc, on va dire que le CPF, il est pour basique. Il était surtout pour s'améliorer finalement, hein, pour évoluer, pour faire évoluer ses compétences, alors que celui-ci, il est plus lent normalement, et il a vraiment pour objet de changer de métier ou de profession. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle de transition professionnelle. Donc là, pour bénéficier de ce CPF-là, il y a des obligations, hein, très claires. Donc il faut justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 12 plutôt dans l'entreprise. Voilà, 12 mois dans l'entreprise. Ou d'une activité salariée d'au moins 24 mois, consécutive ou non, au cours des 5 dernières années, donc 4 mois en CDD au cours des 12 derniers mois. Voilà. Donc là, il y a ces deux, finalement, des deux conditions qui fait que vous pourrez, oui ou non, accéder à ce genre de, finalement, de formation rémunérée qui là aussi sont intéressantes à solliciter. Autre élément aussi qui va permettre de faire évoluer, on va dire, le salarié, ce sont les entretiens professionnels. Alors, et ça aussi, c'est intéressant à le savoir, c'est que tout salarié doit bénéficier tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, où là, normalement, on devrait, pendant cet entretien, aborder ben, l'évolution professionnelle, hein, informer le salarié ben, de son CPF, d'une possible activation de son CPF, d'un possible. Alors là, je vous ai mis abondement possible, c'est-à-dire que ben, vous cotisez à votre CPF, mais possiblement votre employeur peut décider de l'abonder, c'est-à-dire de l'augmenter, de rajouter des sous sur votre CPF pour faire en sorte peut-être d'aborder une formation un peu plus qualifiante, par exemple. On peut aussi peut-être décider, vous pouvez aussi peut-être décider de passer par une VAE. Alors peut-être que parmi vous, certains connaissent VAE, validation des acquis de l'expérience, où là, bah, imaginons, au bout de 10 ans d'expérience, vous considérez que votre niveau équivaut à un master, à un ingénieur, donc à vous de le prouver. Et pour cela, il y a toute une procédure à mettre en œuvre, un dossier à monter, où vous allez prouver par A plus B ben, que les activités, les projets que vous avez menés finalement répondent au référentiel de ce type de métier, de ce type de diplôme, par exemple, certification. Et possiblement, une fois que vous avez monté votre dossier, je sais que vous pouvez passer devant un jury qui va vous interroger, pour voir si oui ou non, effectivement, vous justifiez d'un diplôme, d'une certification. Donc voilà. Donc possibilité hein, d'obtenir des diplômes malgré finalement un non-retour à l'école, j'ai envie de dire, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, cet entretien est obligatoire. Et puis surtout obligatoire quand le salarié a été absent durant quand même une période assez longue. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'après cet entretien, normalement, un document écrit est remis au salarié. Un point aussi sur la santé et la sécurité. Alors bien sûr qu'il y a aussi à ce niveau-là des obligations et des responsabilités de l'employeur. Alors normalement, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser et protéger la santé de ses employés. Donc à cela s'ajoute une obligation de propreté des locaux, donc qui doivent être aménagés de façon à assurer la sécurité. Et concrètement, ces obligations-là, ces trois volets, hein, ces trois volets, la santé, la sécurité, c'est des mesures de prévention, prévenir le risque, c'est des mesures d'information et des mesures de formation, donc toujours au niveau de la santé et de la sécurité.
Alors, donc là, vous retrouvez pour chaque volet un certain devoir de l'employeur. Donc là, je vous invite à lire ça plus en détail et puis à me poser des questions si vous avez, si des éléments vous échappent ou vous interpellent. Concrètement, alors qu'est-ce qui, dans les entreprises, quels sont les organismes hein, qui vont surveiller tout ça, parce qu'il en faut bien. Et c'est ce fameux CSE, Comité social et économique, dont je vous avais parlé. Donc ce CSE est présent dans toutes les entreprises de 11 à 49 salariés. Et il est vraiment là pour promouvoir la santé, la sécurité, pour faire attention bah, finalement aux conditions de travail des salariés et l'améliorer le cas échéant. Il est là aussi pour communiquer auprès des employeurs en la matière et puis pour faire remonter finalement les doléances des salariés. Il peut mener des enquêtes, hein, je vous ai mis en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Donc voilà, de 11 à 49 salariés, il devient obligatoire. Et à cela s'ajoute à notre palier en termes de salariés, s'ajoute la commission de santé, sécurité et conditions de travail, CSSCT, le fameux CHSCT, il me semble. Hein. Donc là, qui lui vient se greffer au sein du CSE, qui va être obligatoire finalement dans les entreprises d'au moins 300 salariés et dans tous les sites CVSO2 et sites nucléaires. Sites nucléaires, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. CVSO2, c'est des toutes finalement sites, entreprises dans lesquels il y a une dangerosité particulière où là, il faut obligatoirement un CSSCT. Dans les établissements de moins de 300 salariés, il est possible que là aussi que l'inspecteur du travail, en raison aussi de la nature des activités, finalement impose bah, cette entité. Donc concrètement, il est composé de plusieurs personnes, de plusieurs acteurs, le chef d'entreprise qui va le présider, il va être assisté par des collaborateurs et il est composé aussi au minimum de 3 membres désignés par le CSE. Voilà. Donc finalement, c'est un tout. Hein. Les CSE et le CSSCT, c'est un tout finalement dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Voilà, donc un garde-fou finalement hein, qui va venir, on va dire, contrebalancer le pouvoir réglementaire de l'employeur. Alors, on enchaîne donc sur tout ce qui touche au salaire, participation, intéressement et épargne salariale. Et pour cela, je vais repartir sur une nouvelle vidéo.